Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. C'est une affaire dont le personnage central a fasciné la France entière. Valérie Subra, une jeune femme de 18 ans, au visage d'ange, séduit des hommes riches dans le Paris des années 80. Une fois chez eux, celle que l'on a surnommée l'APA, les vole et les assassine avec 2 complices. Alors comment ces 3 jeunes gens sans histoire ont-ils basculé dans cette folie criminelle ? Vous écoutez l'affaire Valérie Subra, première partie. La police est appelée parce qu'il y a eu un meurtre dans le 17e arrondissement. Monsieur Lelédier, il n'a pas donné signe de vie depuis la veille au soir. Il téléphonait tous les jours à sa maman. Morgane Sportes, écrivain, auteur de l'APA. La maman était inquiète. Elle était très âgée. La police arrive chez lui et la porte est fermée. Dans ces immeubles, généralement, le courrier était déposé sur les paillassons. Catherine Driguet, inspectrice à la brigade criminelle de Paris. Et là, il n'avait pas touché, semble-t-il, au courrier que la gardienne avait déposé le jour même. Donc nous sommes rentrés dans cet appartement. D'abord, il y a un grand désordre. Monsieur Lelédier était dans sa chambre qui était en sous-sol. On trouve Lelédier lardé de coups de papier. Il a une 60aine de coups de papier. Bien sûr, c'est une scène extrêmement violente. Il y avait du sang, il avait les mains liées. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il avait un postiche. Et donc le postiche, effectivement, était tombé. Il y a eu une fouille. Maintenant, qu'est-ce qui a été volé ? C'est pas immédiatement qu'on peut s'en rendre compte. Je suis arrivée au cabinet de Maître Lelédier comme stagiaire et Maître Lelédier était mon premier patron. J'entends à la radio un dimanche matin qu'un avocat parisien a été assassiné. J'ai été avec mes filles et j'ai crié. On dit que Maître Lelédier a été assassiné. C'est pas possible. J'étais choquée. Mystère autour de l'assassinat de Maître Lelédier, un avocat que les policiers ont trouvé mort dans son cabinet du 17e arrondissement. Hier soir, il avait les pieds et les poignets ligotés et il avait été tué avec un instrument tranchant. Gérard Lelédier était un ami, donc on était absolument bouleversés. Alain Freitag, avocat de la mère de Gérard Lelédier. Au départ, on a pensé à un client mécontent qui aurait piqué une crise de folie ou quelque chose comme ça. Il faisait surtout du droit commercial, du droit civil. La première approche consiste à examiner avec le barreau, avec le procureur, les dossiers qu'il peut y avoir. Christian Flech, ancien patron de la police judiciaire de Paris. Mais qui, a priori, n'amène rien qui justifierait un ressentiment tel qu'on le tue. Donc quand on voit la scène de crime et quand on voit le corps et ce que ce pauvre homme a subi, c'est un crime crapuleux. Et bon, dans la mesure où ça a été fouillé, on peut partir sur un crime qui est lié au vol. Il ne semble pas qu'il y ait eu d'effraction, donc ça nécessite d'essayer de savoir qui était la dernière personne qu'il a vue vivant. On s'intéresse à la victime, on essaye de savoir quel était effectivement son emploi du temps. Il avait un contact très régulier avec sa maman. Effectivement, la mère de Gérard Lelédier l'avait eu au téléphone. Il lui avait dit qu'il avait rendez-vous, qu'il attendait une jeune femme qui devait venir chez lui et qu'il la retrouverait, elle, sa mère, le lendemain à la campagne. Et ça, c'était en début de soirée.
Maître Lelédier, il vivait dans un bel appartement. C'était son cabinet et son domicile où il était donc toujours présent. C'était quelqu'un qui vivait seul et il aimait beaucoup les femmes. Ça, c'est certain. Et il profitait quelque part aussi de sa vie de célibataire. C'était un homme à femme, comme on dit vulgairement, mais tout homme est homme à femme, à moins d'être homosexuel, ce qui n'était pas son cas. Il n'hésitait pas à faire venir des jeunes femmes dans son cabinet. C'était un bel homme, Maître Lelédier. Son goût pour des jolies femmes, je pensais que ça lui était devenu fatal. C'était dans le milieu qu'il fréquentait qu'il devait chercher et pas un voleur anonyme qui venait chercher de l'argent. Je suis allée au parquet pour dire « Vous vous trompez de voie, cherchez la femme ». On a ce qui, à l'époque, était une pièce maîtresse de l'enquête, ce sont les carnets d'adresses. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes. Donc il fallait identifier ces femmes et savoir si réellement elles avaient eu rendez-vous ou si le rendez-vous avait été décommandé. Et on en arrive assez rapidement au jardin de la Boétie où on apprend qu'il va très régulièrement, où il y a ses habitudes. Et c'est un endroit, disons, fréquenté par des gens d'un certain âge libertins qui vont là-bas pour rencontrer des jeunes personnes qui sont volontaires, je dirais, pour des soirées un peu plus intimes, quoi. Ce restaurant nécessitait aussi qu'on travaille pour savoir quand est-ce qu'il était venu, avec qui il avait eu des rencontres, et interroger l'animateur, le public relation des Jardins de la Boétie, Paul Teclet. Et c'était lui qui draguait toutes sortes de jeunes filles en se disant « Je vais vous présenter à des gros producteurs de cinéma, à des acteurs, à des avocats de stars. » Et donc, quand elles arrivaient, les plaçait à des tables. Comme des geishas, quoi. On a été amenés à entendre des jeunes filles mineures qui s'étaient laissées embarquer par des gars qui leur promettaient de faire du cinéma alors que c'était des bons gros lards qui faisaient dans le porno. Moi, j'étais un petit peu quand même sidérée. Mais bon, elles avaient l'air de trouver que, oui, c'était un passage obligé. Ça faisait partie aussi de cette époque, des hommes mûrs avec des très jeunes femmes. Dans certains milieux, manifestement, on cherchait la chair fraîche. Ouais. Dans un premier temps, on n'a pas de piste. Parce que même les Jardins de la Boétie, c'est pas non plus un bar de voyous. On cherche, quoi. On n'a pas encore de piste. Si ce n'est qu'il a sans doute rencontré une jeune femme le soir de sa mort. Ça, c'est une évidence. Pour le moment, les policiers de la brigade criminelle n'ont aucune piste sérieuse. Ils décident quand même de convoquer toutes les jeunes femmes mentionnées dans le carnet de l'avocat, mais sans beaucoup d'espoir. Une semaine plus tard, un rebondissement relance l'enquête. Un nouveau crime commis dans le même quartier. Quelques jours plus tard, un autre meurtre qui se passe dans le même arrondissement, pas très loin de l'appartement de Gérard Lelédier. Un jeune homme est retrouvé chez lui, ligoté, également torturé, tué à l'arme blanche. L'appartement est en désordre, parce que là encore, ils ont fouillé partout. Et la télé est allumée. Il y a 2 couverts de mie, et l'un qui a été utilisé et pas l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu quelqu'un a pris un repas et l'autre assiette est intacte. Moi, j'étais dans mon bureau et j'entends un cri, mais un cri... Francis Spinner, avocat de la famille de Laurent Zarade. De douleur et de souffrance, et je me précipite dans le bureau de Chantal Zarade qui était en cabinet groupé avec moi. Et là, Effondré, elle me dit, ils ont tué mon petit frère. Et c'est comme ça que l'affaire, pour moi, elle commence. Laurent Zarade est beaucoup plus jeune que Lelédier, puisque il a une trentaine d'années à peine.
C'est un jeune homme qui a bien réussi dans la vie, qui est dans la confection avec sa famille. Il a de l'argent, il sort, il aime les jeunes femmes, il en profite, quoi. Il y a, semble-t-il, eu un vol, et il semble que ce soit les cadeaux de Noël qui aient disparu, puisqu'on n'est pas très loin de la période de Noël. Il avait une jolie montre, il avait des bijoux, il avait une bague Cartier. Et tout ça avait été évidemment volé. Il n'y a pas d'effraction. Donc ça, c'est un point important, parce que ça veut dire qu'il a ouvert à son assassin. Sa famille, elle, immédiatement, cherche. Et donc, comme ils sont assez proches les uns des autres, il a dit à ses frères et sœurs qu'il avait rencontré une jeune fille dans une boîte de nuit, qu'il doit la revoir. Et donc, lui a donné à sa famille des éléments qui sont un peu plus précis pour savoir qui peut être cette jeune fille. On sait déjà qu'elle travaille dans le sentier, qu'il l'a déjà vue. Et c'est un peu grâce à eux, effectivement, qu'on a pu trouver la piste de Valérie Subra. Ils ont fait le lien ensuite entre cette Valérie qui connaissait Zarade en la trouvant aussi sur le carnet de Leledier. Donc les deux connaissaient la même femme. La piste la plus sérieuse mène donc à une certaine Valérie Subra, une jeune adulte de tout juste 18 ans. Elle est inconnue des services de police. Elle vit dans le quartier de Bastille chez sa mère. Il faut maintenant l'interpeller. On a un nom et un magasin. Donc les policiers vont dans ce magasin, voient cette jeune femme et elle accepte de venir à la brigade criminelle pour une audition sans apparemment poser de difficultés. Et les deux policiers qui l'ont arrêtée m'ont raconté, elle est arrivée, elle était comme ça, toute pimpante. Il lui dit, vous êtes... Et elle leur a proposé des chewing-gums. On remarque qu'elle porte des bijoux qui sont ceux qui ont été signalés volés dans l'appartement de Laurent Zarade. À titre personnel, je découvre une jeune femme, effectivement, 18 ans, qui a l'air complètement ingénue, fraîche et qui semble être, en tout cas dans ce qu'elle raconte, étrangère aux faits. Elle appartient à la classe moyenne, aisée. Sa maman est divorcée, donc il y a un manque de père. Elle a été élevée chez les bonnes sœurs, au couvent des oiseaux. Donc elle avait rien pour devenir une petite voyoute. Et elle passait ses nuits dans les boîtes de nuit. Elle aimait Jermaine Jackson. Sa chanson préférée, c'est When the Rain Begin to Fall. Elle vivait dans un univers complètement enfantin, quoi, je veux dire. Tout le monde la présente comme quelqu'un de gentil, d'aimable, mais qui vit un peu dans son rêve. Je veux réussir par tous les moyens. Elle est dans le people, elle rêve d'être mannequin. Donc elle accumulait des adresses et des relations pour sa carrière. Parce que c'est une carrière qui est faite sur les relations publiques. Donc il fallait rencontrer des gens qui la poussent en avant. Mais très vite, comme on a ces éléments volés chez Laurent Zarade, on voit bien qu'elle est loin d'être étrangère aux faits. Donc après, commencent les discussions. On lui explique que ça va être compliqué d'avoir la même position tout le temps. Quand Valérie Subra a été arrêtée, la seule personne à qui elle a voulu parler, c'était le commissaire Flèche, qui à l'époque était un beau jeune homme, élégant, blond. Et elle a dit « Je veux parler qu'à vous ». Elle lui a tout raconté. Et j'ai pris un PV qui doit faire 2 pages où elle admet sa participation aux faits. Elle fréquente les jardins de la Boétie, bien sûr. Valérie Subra avait noté le téléphone de Gérard Leledier. Elle avait sa carte de visite aussi, sa carte professionnelle. Elle admet que son rôle était donc de draguer les victimes. C'est elle qui va choisir les cibles, parce qu'elle prétend avoir beaucoup de relations, connaître beaucoup. Elle se vante peut-être un peu de connaître des gens qui sont riches.
Le mode opératoire était simple et très efficace. La jeune femme réussissait à plaire aux messieurs. Ensuite, elle leur donnait rendez-vous en acceptant un rendez-vous chez eux. Donc, ils pouvaient se dire que ça allait être une partie de plaisir. On peut reconnaître qu'elle était assez appétissante, surtout pour des hommes un peu, disons, nettement plus âgés qu'elle. Elle prend un verre chez eux, toujours un jus d'orange, et elle prétexte d'aller aux toilettes pour retourner à la porte d'entrée, ouvrir la porte d'entrée, afin que ses amis qui l'ont suivie puissent rentrer 10 minutes plus tard et assassiner l'homme qui était piégé. C'est le crime à l'enjôlage. Il s'est passé pour les deux la même chose, c'est que les deux ont été torturés terriblement parce qu'on voulait leur faire avouer où ils cachaient leur argent. Ce qui était un peu stupide dans la mesure où depuis des années et des années, on ne garde plus jamais d'argent chez soi, c'est souvent sur un compte en banque. Elle nous donne le nom de ses deux copains, co-auteurs, donc Jean-Rémy Sarraud et puis Laurent Attab. Elle insiste bien sur le fait qu'elle n'a, elle, pas du tout participé aux tortures. Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que Valérie, pendant ce temps, elle s'emmerde. Alors, c'est Mickey Mouse, quoi. Alors, elle allume la télé, elle regarde des vidéos à la télé, et elle mange du saumon, elle mange le dîner qu'avait préparé Zarad pour elle. Pour elle, ça fait pas de doute qu'à partir du moment où elle a répondu à la police sur sa part de responsabilité en donnant le nom de ses copains, elle a fait ce qu'elle devait faire, et derrière, le reste, ça ne la regarde plus. Et après lui avoir tout raconté, elle lui dit « Mais monsieur le commissaire, maintenant que je vous ai tout dit, est-ce que je vais être libre pour Noël? Parce que papa m'attend. Et Noël, c'est dans 4 jours. » Et ce qui paraissait un peu fou, et que, évidemment, je savais que c'était impossible. C'est une immature qui est convaincue qu'elle a admis une responsabilité dans la désignation et dans l'organisation de la venue de ses copains sur place, et ensuite, la mort, c'est pas elle. Après les aveux de Valérie Subra, les policiers partent à la recherche des 2 autres membres du trio décrit par la jeune femme. Laurent Attab, il est jeune, il a la chance d'avoir une famille qui l'a un peu porté pour l'aider à lancer une société. Tous les gens disent Laurent Attab, il flambe, il a l'argent de papa, et puis bon, c'est un frimeur. Laurent, qui était son amant, son petit ami, et qui était en même temps jaloux, parce qu'il l'envoyait draguer des mecs, et en même temps il était jaloux des mecs, il voulait pas qu'elle couche avec eux. Et l'autre, Jean-Rémy Sarraud, lui qui était un orphelin, il avait été abandonné par sa mère dans un caddie de grande surface, il n'avait pas un rond. On est aidé par la mère de Valérie Subra qui nous dit qu'un des deux qu'on recherche vient d'appeler et qu'il attend au pied de l'immeuble parce qu'il doit venir récupérer Valérie Subra. C'est Jean-Rémy Sarraud qui est là, en voiture, et qui attend. Donc, immédiatement, le groupe d'enquête va sur les lieux et arrête donc Jean-Rémy Sarraud. Il s'attendait à être arrêté. Il savait que la cavale n'allait pas durer très très longtemps. Jean-Rémy Sarraud, il admet sa responsabilité dans les 2 affaires, puisqu'il reconnaît que c'est lui qui a tué Gérard Ledier et qu'il a participé à la mort de Laurent Zarad, même si c'est, selon lui, donc Laurent Attab qui a tué Laurent Zarad. Dans l'affaire de Gérard Ledier, les 2 hommes rentrent cagoulés. Il le tabasse de façon cruelle, c'est sanglant. Jean-Rémy Sarraud explique qu'à un moment donné, donc, dans les violences, le postiche de l'avocat saute et que lui a l'impression qu'il l'a scalpé.
Sarro, sait pas trop comment faire, jusqu'à ce qu'ils finissent par le poignarder. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Hélène Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.